Bienvenue à cette nouvelle rencontre d'Hippocrate consacrée au pass sanitaire. Quels enjeux juridiques et éthiques? Avant de commencer, quelques consignes techniques et informations pour faciliter la rencontre de ce soir. Merci de couper vos micros, je vois que c'est fait pour la plupart. Et si possible la vidéo afin de faciliter l'organisation. Et je vous demanderai de les réactiver au moment des questions. Vous aurez la possibilité également de poser des questions via le chat qui s'affiche en bas à converser. Vous êtes 290 participants ce soir. Pour ceux qui n'ont pu participer ou souhaitent revoir la rencontre, celle-ci sera filmée et elle sera donc possible, on pourra la revisiter, la revoir sur le site dont je vais donner les références. Les rencontres d'Hippocrate sont des conférences ouvertes au grand public où des personnalités du monde de la politique, de la santé ou des sciences humaines viennent échanger et débattent sur des thématiques d'actualité liées à la santé et l'éthique. Leur production et la diffusion vidéo sont assurées depuis 2016 par le groupe LEH, les études hospitalières, spécialisé en information et expertise en droit, gestion, management, stratégie de la santé, organisé autour de 4 activités, l'édition, la formation, le conseil et l'événement. Vous pouvez retrouver l'ensemble des rencontres d'Hippocrate via le lien wleh.fr événements ou également sur notre chaîne YouTube, groupe LEH. Pour la deuxième fois, ces rencontres se produisent à Limoges sous l'impulsion de l'espace régional d'éthique Nouvelle-Aquitaine, site Limoges, et de l'espace de réflexion éthique région Centre Val-de-Loire, en partenariat avec le CHU de Limoges, la faculté de médecine de l'Université de Limoges, le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Haute-Vienne et avec le soutien du groupe Pasteur Mutualité, groupe mutualiste d'assurance et de services destinés aux professionnels de santé, et de sa mutuelle locale présidée par le docteur Michael Frugier. La rencontre de ce soir est organisée autour de 3 conférenciers qui se succéderont. Je les remercie vivement pour leur confiance en acceptant d'animer cette rencontre et de respecter le temps imparti. Je remercie également le docteur Maryse Fiorenza-Gasc et madame Carieux-Signol pour leur implication et confiance. 3 conférences de 15 minutes, suivies de 8 minutes de questions-échanges. À l'issue de chaque intervention, les questions seront relayées par madame Sophie Trarieux-Signol, chargée de mission à l'ERENA, site de Limoges, juriste spécialisé en droit de la science médicale. À présent, je donne la parole au docteur Maryse Fiorenza-Gasc, directrice de l'espace régional d'éthique Nouvelle-Aquitaine, site de Limoges, qui va introduire le sujet, présenter l'ERENA et l'espace régional d'éthique région Centre Val-de-Loire, ainsi que nos conférenciers. C'est à vous, madame. Oui, merci. Merci, monsieur Clément. Je suis très heureuse de vous accueillir tous ce soir autour de cette thématique qui est éminemment d'actualité, le pass sanitaire. Nous avions pris date il y a quelques semaines et effectivement, nous ne pouvions pas mieux tomber à 48 heures de la mise en place, de la mise en application de ce pass sanitaire. Donc, cette rencontre ce soir se passe sous forme d'une collaboration entre 2 espaces de réflexion éthique régionaux. L'espace de réflexion éthique de Nouvelle-Aquitaine, qui a 3 sites, celui de Bordeaux, de Poitiers et celui de Limoges, et l'espace de réflexion éthique régional Centre Val-de-Loire, dirigé par le docteur Béatrice Birmelet et dont Mégane Ladiès est la chargée de mission. Donc, je savais au travers de nos échanges fréquents lors des réunions de la Conférence nationale des espaces de réflexion éthique régionaux que le Centre Val-de-Loire avait travaillé cette thématique. Et donc, il m'a paru très intéressant de partager avec eux sur ce sujet. Alors finalement,
pour faire très bref, le pass sanitaire, c'est quelque chose… Alors, on a dit quels enjeux juridiques et éthiques, mais on s'est vite aperçu qu'on aurait pu rajouter un titre un petit peu plus long. Quels enjeux sanitaires, quels enjeux économiques, voire bien d'autres enjeux. Le pass sanitaire, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un certificat, c'est un document sous forme papier ou numérique qui finalement atteste que vous avez eu une vaccination anti-Covid complète ou un test RT-PCR récent, ou bien que vous vous êtes rétabli d'une infection antérieure à la Covid-19. Donc, il s'agit d'une mesure qui s'inscrit dans la stratégie sanitaire nationale et non internationale, à la différence du Green Pass dont on parlera. Donc, ce pass sanitaire va être mis en place le 9 juin pour réguler l'accès à certains lieux, établissements ou événements impliquant un grand nombre de personnes, supérieur à 1000 participants, et ceci dans un contexte de levée de mesures de restrictions sanitaires, un élargissement du couvre-feu à 23 heures, des réouvertures d'un certain nombre d'établissements. Sont exclus de l'utilisation de ce pass sanitaire, par contre, les activités de la vie courante, sur le lieu de travail, les restaurants, les commerces. Et finalement, ce matin, je me suis intéressée effectivement au pass sanitaire au travers de la presse et en faisant une rapide revue de presse des quotidiens nationaux et régionaux, j'ai eu la surprise que personne ne parlait à 48 heures du pass sanitaire. Aujourd'hui, l'actualité, c'était la réouverture des restaurants, des salles de sport. On nous a parlé également de la réforme des retraites, le couvre-feu à 23 heures, mais point de passe sanitaire. Finalement, les articles que nous avons eus, c'était plutôt il y a 15 jours, effectivement, et on s'est aperçu que quelque chose qu'on pensait être vécu comme quelque chose qui aurait heurté, on aurait vécu douloureusement, finalement était extrêmement bien appréhendé dans la grande majorité de la population comme une façon finalement de revivre, une certaine façon de revivre comme avant, même si ce n'est pas tout à fait comme avant. Alors, je voulais revenir quelques mois en arrière et échanger avec vous sur une réunion qui avait eu lieu le 11 décembre 2020 au Comité européen de sécurité sanitaire. Et là, à ce moment-là, Jérôme Salomon nous avait dit « La France n'est pas favorable à un passeport de santé immunitaire ». Il est vrai qu'en décembre, seul Morissette, pratiquement, avait été vacciné. Donc, il y avait c'était très prématuré, et il y avait beaucoup de réticences et on n'avait absolument aucun retour sur l'efficacité vaccinale. Un petit peu plus tard, cependant, et de façon un petit peu plus récente, il y a eu une consultation citoyenne sur le passeport vaccinal organisée par le CESE, qui est le Conseil économique, social et environnemental, à la demande du Premier ministre. Et cette consultation a intéressé quand même 110 507 participants entre le 17 février et le 7 mars. Et on s'aperçoit que 67,1% des participants sont très défavorables à la mise en place d'un passeport vaccinal pour accéder aux lieux alors fermés. Depuis, il y a eu un certain nombre de comités de l'académie, enfin, voilà, qui ont émis un certain nombre d'opinions, d'avis. Le premier, c'est le Comité consultatif national d'éthique, qui dans son travail s'est associé à la Conférence nationale des espaces de réflexion éthique régionaux, de façon aussi à mieux refléter les travaux sur le territoire, et donc qui a émis une opinion le 29 mars 2021, dont il y avait 3 sujets, mais un porté sur le pass sanitaire, puis un communiqué de l'Académie nationale de médecine le 29 avril, qui était vraiment plutôt, lui, en faveur d'un certificat de vaccination, un pass transitoire, dont le but était essentiellement de relancer l'activité du pays et faire adhérer à la vaccination pour avoir une meilleure et plus rapide immunité collective. Puis l'avis du Conseil scientifique Covid-19 du 3 mai et l'avis de la CNIL le 12 mai 2021. Donc finalement, un certain nombre d'étapes de réticence, de vigilance, de points d'attention au certificat vert européen, eh bien, comment finalement la France a adopté ce pass aussi facilement, je dirais, ce pass sanitaire? Comment concilier la priorité sanitaire et d'autres priorités économiques, sociales, culturelles? Comment respecter aussi un principe d'équité?
Comment éviter tout risque de discrimination? Bien sûr, une discrimination en raison de l'état de santé des personnes, mais aussi une discrimination quant à la capacité d'accès, d'usage des outils numériques. On pense aux territoires un petit peu éloignés, mais il y a aussi toute la population de personnes très vulnérables, sans abri. Comment limiter la divulgation et la conservation d'informations privées? C'était aussi toute la réflexion de la CNIL. Eh bien, j'espère qu'au terme de cet échange, nous y verrons un petit peu plus clair avec les intervenantes que je ne vais pas représenter, simplement citer. En premier interviendra Mégane Ladieste, juriste, puis Clémence Thébault, plutôt économiste, et le docteur Béatrice Birmelet, donc médecin, docteur en philosophie, et qui va nous donner aussi une argumentation voilà, philosophique, éthique, des points de vigilance essentiellement. Donc, je vais donner la parole dans un premier temps à Mégane Ladieste. Merci beaucoup. Alors, faut juste me dire si vous voyez bien mon petit PowerPoint, hein, pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Oui. Merci. Il faut que vous le mettiez en position. Voilà, parfait. Merci. Donc, comme on m'a déjà présenté, donc, je suis juriste chargée de mission à l'espace de réflexion éthique de la région Centre-Val de Loire, et on m'a demandé d'intervenir sur cette question du pass sanitaire, mais en faisant quelques apports juridiques. Donc, dans un premier temps, je voulais juste rappeler que ce que veut le gouvernement français, finalement, aujourd'hui, c'est qu'on apprenne à vivre avec ce virus et qu'on ait finalement, on a eu une adoption définitive le 27 mai dernier de ce qu'on a appelé le pass sanitaire par le Parlement français. Donc, c'est un document, comme on vous l'a dit, qui devrait attester finalement d'une absence de contagiosité d'une personne. Et les questions qui se posent, c'est est-ce que ce fameux document va limiter la liberté d'aller et venir, donc de circulation, et est-ce qu'on va toucher finalement au secret médical? Donc, je fais déjà une petite nuance, un petit rappel pour préciser que le pass vaccinal et le pass sanitaire sont deux choses, deux notions différentes. Le pass vaccinal, on avait entendu parler en février et en mars 2021, et en fait, ça aurait été un document qui n'aurait enregistré que les doses de vaccin qui auraient été administrées, et ça aurait facilité les déplacements des voyageurs vaccinés au sein de l'Union européenne. Et si ça avait dû exister un jour, ce document aurait pu être exigé pour apporter la preuve qu'une personne est vaccinée contre la Covid-19 pour lui permettre d'emprunter, par exemple, un transport en commun, aller au musée, au cinéma ou dans un restaurant. Le pass sanitaire, c'est autre chose. On le voit comme un document qui ne défavoriserait pas les personnes qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas se faire vacciner contre la Covid. Donc, pour simplifier, schématiser un petit peu, le pass vaccinal, ça ne fait que répertorier finalement les doses de vaccins qui auraient été administrées, alors que le pass sanitaire, finalement, ça enregistre d'autres tests ou d'autres certificats, comme on va le voir juste après. Le pass sanitaire européen, qu'on appelle certificat sanitaire européen, ça a été adopté dans l'Union européenne très récemment et va vraiment rentrer en vigueur le 1er juillet 2021, après beaucoup de négociations entre les 27 États membres. Et il faut savoir aussi que cette idée a été initiée par la Grèce, qui a été fortement impactée par le manque de touristes dans son pays et donc son économie également. Donc, comme on vous l'a dit, en France, le pass sanitaire sera demandé dès le 9 juin, donc dans 2 jours, pour pouvoir participer à des grands événements, des concerts, par exemple rentrer dans un stade avec les événements sportifs qui se profilent, mais aussi pour voyager. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le pass sanitaire, finalement, quand on parle à l'échelle européenne, ce pass sanitaire européen, le but, ça va être de donner un cadre harmonisé pour faciliter les déplacements dans l'Union européenne cet été, donc finalement qu'on puisse un peu toutes et tous partir en vacances. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que malgré cette volonté d'harmoniser les choses, les États membres peuvent rester libres de continuer à imposer des quarantaines ou des autres restrictions aux porteurs de ce fameux pass si ces conditions sont nécessaires et proportionnées dans le but de préserver la santé publique. Et ils doivent justifier de cette décision auprès de leurs collègues 48 heures à l'avance. Donc, si on traduisait ça, ça veut dire quelque part, si vous voulez continuer tel ou tel État européen à imposer une quarantaine,
ou des restrictions, il va falloir les justifier parce que finalement, à quoi ça sert de faire un pass sanitaire européen si finalement vous continuez à mettre des quarantaines et vous restreignez vos frontières? C'est un petit peu l'idée qui ressort de ça. Et en fait, si ce certificat européen, c'est destiné à favoriser la libre circulation de tout le monde, ça va permettre aussi, au niveau national, de bouger un petit peu d'autres droits. Je prends le cas, par exemple, de l'Allemagne ou de l'Autriche, où pour pouvoir aller au restaurant ou juste chez le coiffeur, il faut qu'on ait ce fameux pass sanitaire. Donc, on voit qu'en France, finalement, on va être plutôt bien loti par rapport à d'autres pays. Mais ça va être finalement un renvoi aux lois nationales de chaque pays. Donc, le pass sanitaire, pour le simplifier, ça va être une sorte de grosse plateforme technique que l'Union européenne a décidé de mettre en place, que chaque État membre va pouvoir utiliser pour juste authentifier les passes sanitaires de ses États membres. Donc, on va authentifier les QR codes qui vont se trouver sur les certificats nationaux, sur les fameux passes sanitaires. Et au 3 juin, il y avait déjà 10 pays qui étaient connectés à cette plateforme et 7 qui l'utilisaient déjà, par exemple l'Allemagne ou la République tchèque. Donc, c'est vraiment l'idée de simplifier, de pouvoir permettre à tout le monde de voyager début juillet et de profiter finalement de ses vacances d'été. En France, notre passe sanitaire interne, on va dire, va être reconnu à partir du 21 juin par les autres pays de l'Union européenne partenaires. Et donc, juste pour reprendre ce que disait M. Cédric O, le pass sanitaire ne peut s'appliquer qu'aux cas définis par la loi et tout autre usage est illégal. Il ne peut être demandé, par exemple, pour entrer dans les hôtels français ou, par exemple, quand il parlait du Club Med. Il faut savoir que ce pass sanitaire, il sera requis pour franchir les frontières de l'Union européenne, pas qu'en avion, en voiture ou en train. Et dans ce cas-là, c'est la police ou les douanes qui vont contrôler et il n'a pas de valeur à l'heure actuelle en dehors de l'Union européenne. Donc, on est encore en pourparlers avec les autres États, par exemple les États-Unis, pour avoir ce qu'on va appeler un principe de réciprocité, c'est-à-dire si on fait venir des Américains, par exemple, vaccinés, nous, on enverra des Européens vaccinés, et, etc., etc. Donc, en France, on l'a adopté, ce fameux pass, en mai 2021 pour pouvoir un petit peu rouvrir et reprendre, entre guillemets, une vie normale. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on appelle le certificat vert numérique ou certificat européen, ça sera le même document dans notre pays. Donc, il y aura 2 versions possibles. Pour faire très rapide, une version numérique grâce à l'application Tous Anti-Covid où on aura un petit onglet carnet qui va permettre de stocker et de présenter facilement les certificats pour voyager ou les endroits, les lieux, les événements où on vous demandera ce pass sanitaire. Ça va permettre aussi de mettre ceux de vos enfants ou de vos proches dans votre portable et il y aura juste à montrer le QR code qui sera scanné par les personnes qui vont recevoir le public. Sur ce QR code, on aura juste marqué tout le petit logo carré et en dessous le nom, le prénom et si le pass est valide ou pas. Pour ceux qui n'aiment pas la version numérique, il y aura la version papier qui sera acceptée. Donc, soit le test PCR ou l'attestation de vaccination, mais là, va se poser la question finalement du secret médical, parce qu'en montrant votre papier, vous allez quelque part montrer si vous avez fait un test PCR ou finalement si vous avez été vacciné, donc moins de respect peut-être du secret médical que la version numérique. Donc, en France, on vous l'a déjà dit tout à l'heure, donc je vais passer très rapidement, il y aura 3 certificats qui vont pouvoir être entrés dans ce pass sanitaire. Par exemple, le fameux test PCR, qu'on connaît toutes et tous, qu'on peut récupérer sur le site des laboratoires ou sur la plateforme du CIDEP, donc du gouvernement. Attention, il faut savoir que les autotests qu'on peut faire tout seul à la maison, ça ne rentrera pas dans cette catégorie parce que ce n'est pas justement enregistré par le CIDEP. Donc, je vous ai remis ce que c'était ce fameux CIDEP, ce système qui centralise les informations par rapport aux tests Covid pour les partager avec les acteurs du sanitaire et qui alimentera maintenant l'application Tous Anti-Covid. Donc, réflexion aussi peut-être sur le respect du secret médical et le respect de la vie des personnes, de la vie privée. On aura le droit aussi de remplir de mettre le certificat de rétablissement de la Covid. On a eu le Covid, on en est guéri. Ça sera une autre preuve. Et l'attestation de vaccination qu'on peut maintenant tous récupérer sur diverses plateformes. Donc ça sera 3 types de certificats qui vont permettre qu'on obtienne notre passe sanitaire. Donc, pour faire très rapide, il faut savoir qu'on ne va pas conditionner l'accès au restaurant, aux services publics, aux salles de sport, au cinéma, etc., au pass sanitaire. À partir du 9 juin jusqu'à fin juin, on va avoir des jauges, donc entre 1000 voire 5000 personnes, et ça va évoluer jusqu'au 1er juillet. Le secrétaire d'État a rappelé la chose suivante, c'est que toute personne qui se verrait imposer la présentation de son pass sanitaire dans l'un des lieux que j'ai énoncés, par exemple restaurant ou service public, pourrait porter plainte parce que c'est interdit et que c'est puni par la loi. Par ailleurs, les députés sont tombés d'accord par rapport à ce fameux certificat européen
pour dire que la mise en place de celui-ci ne devra durer que 12 mois, mais pas plus. Et le pass sanitaire ne sera pas exigé pour les enfants de moins de 11 ans pour accéder au rassemblement, aux événements. C'est une question qui avait été soulevée par la Défenseure des droits dans son avis du 21 mai 2021, où elle posait la question. On parle beaucoup des adultes, on n'avait pas parlé des enfants, et elle avait un peu interpellé le législateur sur cette question-là. Quid des enfants, parce que si on ne pense pas à eux, quelque part on les met un peu de côté, et potentiellement peut-être une discrimination de ceux-ci. On se pose déjà la première question, c'est la pérennité du pass sanitaire et des mesures. Est-ce qu'on ne va pas avoir une accoutumance finalement à ce pass sanitaire tellement on a été, entre guillemets, limité dans nos actions avec la pandémie Covid? Est-ce que finalement, la liberté, qui doit rester le principe, et la restriction l'exception, on ne va pas avoir un basculement, on n'a pas une illusion de je récupère de la liberté avec ce pass sanitaire? C'est des questions qui se posent. Finalement, est-ce qu'on n'a pas une illusion de liberté, sachant qu'on va finalement nous limiter, par exemple, pour un concert ou même aller en Europe si on n'a pas notre fameux pass sanitaire? J'avais fait un petit tableau, mais je vais le passer très rapidement pour en revenir après dessus. Des questions de logistique qui se posent aussi avec ce pass sanitaire en France. Par exemple, pour les personnes qui organisent un festival, ils vont devoir contrôler un billet, les fouilles Vigipirate. En plus, maintenant, ils vont devoir contrôler les cartes d'identité, le pass sanitaire, la validité de tout ça. Donc, ça va poser des questions peut-être de logistique. Avec le protocole sanitaire des distanciations, l'autre problème qui avait été soulevé, c'est qu'on vous demande aussi, je vous ai parlé des tests antigéniques de moins de 72 heures. Qu'est-ce qu'on fait si on a un festival qui dure 4, 5 ou 6 jours? Votre test PCR, il ne va plus être bon. Et finalement, est-ce qu'on ne va pas être discriminant? C'est peut-être une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on ne va pas refuser les gens qui n'ont pas fait des tests antigéniques, mais on va accepter que ceux qui sont vaccinés, comme ça on est sûr? Mais ça pose la question finalement d'une discrimination, sachant que la CNIL a bien dit dans son avis de début mai qu'il ne faut pas faire apparaître quand on scanne le moyen qu'on a utilisé pour avoir le pass sanitaire. On ne doit pas savoir si vous avez été vacciné, si vous avez fait un test PCR ou si vous l'avez eu, pour essayer de respecter au maximum le fameux secret médical. Alors, quel impact ça va avoir sur toutes nos libertés et droits fondamentaux? Le Conseil national des barreaux, dans son article du 5 mai 2021, énonce que mettre en place dans notre droit interne ce type de dispositif amènerait à, je cite, une obligation de détenir un document officiel attestant de la réalisation d'un vaccin contre la Covid-19 ou d'un test négatif, ceci afin d'échapper à certaines restrictions de liberté. Donc, ils mettent déjà un petit peu en lumière certains soucis, finalement, avec cette phrase. La limitation de la libre circulation, c'est une question qui est beaucoup revenue en discussion au niveau européen et français. Il faut savoir que chaque citoyen va être libre ou pas d'avoir ce certificat, ce pass sanitaire, ce qui garantit finalement l'utilisation volontaire de tous anti-Covid. On n'est pas obligé de télécharger tous anti-Covid et d'avoir ce pass sanitaire. Mais le souci, c'est que si on va aller en vacances à l'étranger ou aller dans un spectacle qui fait plus de 1000 ou 5000 personnes, on risque d'être refoulé à l'entrée de celui-ci. Ou même si on va aller dans un territoire étranger, on ne pourra pas passer la frontière, on risque d'avoir une grosse quarantaine et donc une limitation à cette liberté de circulation. Et la question qui se pose aussi, c'est est-ce que les États vont savoir se limiter dans l'utilisation de ce pass sanitaire? Est-ce qu'ils vont pouvoir respecter cette fameuse proportionnalité qui est accolée au pass sanitaire? Est-ce qu'on ne va pas abuser de celui-ci pour encore remettre des limites à la liberté de circuler? Après la fin de l'état d'urgence, il y a un article aussi du Code de la santé publique qui pourrait justifier aussi cette restriction de liberté en cas de menace sanitaire grave pour répondre à l'urgence. Et ça donne au pass sanitaire finalement un statut un peu transitoire. Et donc, je reprends ce qu'a dit Madame Frédérique Béraud, qui est professeure à l'Université de Strasbourg, qui considère que le pass sanitaire, ça contribue finalement à la protection collective de la santé publique, tant que le virus va circuler activement. Mais elle explique aussi que cette notion reste difficile à définir en droit. Elle prend comme exemple le seuil de déconfinement qui a été très variable en France entre les 2 mois de mai 2020 et 2021. Et ça rend complexe une définition donc de la menace sanitaire grave. Et ça montre bien la fragilité d'un point de vue juridique de ce fameux outil, parce que ce principe de proportionnalité, il peut être difficile à respecter pour faire correspondre l'utilisation de ce pass avec les enjeux de la crise sanitaire grave. Donc, est-ce qu'on a encore une fois un risque de pérennisation, parce qu'on fait rentrer ça dans le Code de la santé publique, donc dans le droit français? C'est conditionné à une notion très floue, on n'a pas de vraie définition de ce que c'est la menace sanitaire grave finalement, et donc est-ce qu'on ne va pas être soumis à une subjectivité, une interprétation encore une fois peut-être très limitée de ce que ça peut être, et encore une fois une restriction
qui reste très conditionnelle, une notion floue qui peut être interprétée de manière différente, un petit peu, entre guillemets, peut-être par tout le monde. Enfin, en tout cas, celui qui va mettre en place le pass sanitaire. Un risque de violation du secret médical, c'était une autre question qui était revenue. Avec ce pass qui vient d'arriver, on a déjà eu une petite remise en cause avec la procédure des cas contacts. On rappelle assez souvent ce fameux serment d'Hippocrate qui est toujours prêté par les médecins, qui doit taire les secrets qui lui sont confiés. Le Code de la santé publique rappelle aussi un petit peu ce que c'est tout ce qui a été vu, entendu ou compris par un médecin. Le risque de violation du secret médical, ça a été un petit peu mis en lumière avec ce qui s'est passé en déclarant cette Covid comme une maladie à déclaration obligatoire, mais qui n'en est pas une. C'est ce qui avait été un petit peu dit. On a le goût et l'odeur, mais ça n'est pas vraiment ça. Et on a vu une inversion finalement, une entorse au secret médical, parce qu'en fait, ce n'est pas le patient qui devait dire à sa famille « j'ai eu le Covid », mais le professionnel qui a dit à la CPAM, qui a remonté les infos, pour qu'elle prévienne ensuite les cas contacts avec le patient, et on l'a privé finalement de cet exercice du secret médical ou non. Et ça alimente aussi le fameux système, le SI-DEP, qui alimente maintenant la tousse anti-Covid et finalement l'idée du pass sanitaire. Et pour appuyer un petit peu ça, on voit bien, si vous allez voir les articles du Code de la santé publique qui listent les maladies à déclaration obligatoire, dans le Code de la santé publique, en aucun cas on voit apparaître le nom de la Covid. Donc ça avait déjà mis, ça prouve déjà qu'on a permis une première entorse au secret médical. Et avec le pass sanitaire, on voit que ça s'accentue davantage. C'est-à-dire que maintenant, on se pose la question de qui va vérifier le pass sanitaire ou pas. Il y aura les autorités publiques, mais il y aura peut-être des personnes privées quand on va aller, par exemple, à un concert. Donc, eux, on va leur montrer plus ou moins, finalement, notre état de santé, d'immunité. Le diable, finalement, il se trouve dans les détails, parce que l'enjeu va reposer sur le degré de détail que va afficher ce pass. C'est-à-dire que maintenant, on veut montrer que le nom, le prénom. Certains parlent de la date de naissance et la couleur verte ou rouge. Donc, l'impact de ce secret médical, il va être atténué par le fait qu'on va montrer juste des couleurs et aussi que quand on va vouloir passer une frontière, on va juste scanner, pas stocker les informations, mais on va juste vérifier que ça existe bien et qu'en fait, ce n'est pas un faux certificat que vous nous présentez finalement. Donc, on essaie un peu de rassurer sur ce point-là. Le Parlement a bien dit aussi qu'on ne va pas afficher le type de vaccin qui a été injecté à telle ou telle personne pour protéger quand même ce secret médical. Mais la question qui peut se poser, c'est le fait de mettre ces couleurs vertes ou rouges. Est-ce qu'on ne détourne pas, on ne déguise pas une façon de donner des informations sur un état de santé de la personne? C'est-à-dire concrètement, on ne dit pas qu'on a fait le test PCR vacciné ou on l'a eu. Donc, on ne donne pas concrètement des données de santé. Mais la couleur, est-ce que ça ne traduit pas ou ça n'interprète pas finalement des données de santé? Et par conséquent, est-ce qu'on ne donne pas des informations sur l'état de santé ou d'immunité d'une personne, choses qui sont normalement protégées par le secret médical? Donc, c'est une question qui peut être soulevée. Autre chose qui a été soulignée et qui peut être importante, c'est le droit à la protection de nos données personnelles. Pour faire très simple, c'est qu'on a un règlement, le RGPD, qui dit bien que les données de santé, en fait, sont des données très sensibles qui doivent être protégées c'est écrit dans son article 9. On doit vraiment bien sécuriser ces données-là parce qu'on a vu de plus en plus, encore actuellement, des cas de cyberattaques des hôpitaux et on sait très bien que les cybercriminels aiment beaucoup ce type de données. Et il faut savoir qu'on va stocker ces données-là tant que l'OMS ne va pas certifier que c'est la fin de la pandémie. Donc, le système français va vraiment devoir renforcer ses protections pour pas qu'il y ait de piratage. Et comme dit, anti-Covid, c'est centralisé et il y a des échanges avec la plateforme, le SI-DEP. Et on sait très bien, on est tous un peu pareil, aucun système informatique n'est infaillible. Et la CNIL l'avait rappelé dans un avis du 7 avril 2021 qu'il faut respecter ce principe de minimisation des données pour limiter au strict nécessaire les données qui sont récoltées pour les finalités poursuivies. Donc, pour ce qui est de la loi actuelle, la CNIL, il faut savoir qu'elle a été saisie de façon très très rapide, pour ne pas dire en urgence, sur le projet de mise en place de ce pass sanitaire, et elle regrette justement de ne pas avoir eu finalement beaucoup de temps pour souligner tous les dangers potentiels qu'il peut y avoir avec la mise en place de ce pass sanitaire, parce qu'elle donne en fait encore pas mal de pouvoir au Premier ministre, et aussi des restrictions sur les libertés publiques. Donc, la première chose que la CNIL fait ressortir dans son avis de mai 2021, c'est qu'il faut faire attention au caractère temporaire de ce dispositif, c'est-à-dire qu'on doit respecter le droit au respect de la vie privée et la protection des données des personnes, parce que c'est des données à caractère personnel, et ça impose qu'on ne porte pas atteinte
aux droits par les autorités publiques et on doit justifier cette atteinte pour des motifs d'intérêt général, et que ce soit nécessaire et proportionné finalement à l'objectif. Donc, ce qu'elle veut dire par là, la CNIL, c'est attention, on a le droit d'utiliser le pass sanitaire, mais juste parce que c'est exceptionnel, que la pandémie, c'est quelque chose qui a eu beaucoup d'ampleur au niveau sanitaire, et c'est vrai que pour un temps donné, on doit utiliser les paramètres d'épidémiologie pour dire, une fois que la pandémie est finie, le pass sanitaire doit tomber complètement dans l'oubli. Et le gouvernement, même s'il utilise ces données-là, il doit en fait se servir du pass sanitaire comme un outil de gestion de crise sanitaire et permettre qu'on réutilise et qu'on ait finalement une vie un peu normale. Donc, merci aussi la CNIL d'avoir un petit peu averti le législateur. Et c'est grâce à elle finalement qu'on a cette jauge à 1000 personnes et qu'on ne se retrouve pas avec finalement le pass sanitaire pour aller au restaurant, parce qu'elle a dit ce pass sanitaire, il sera très bien pour finalement gérer les endroits où il y a beaucoup de brassage de population, et on exclut les lieux où il y a les activités de la vie courante comme le travail ou finalement le restaurant. Donc, pour faire très vite et rester dans le temps imparti, la CNIL a aussi dit attention de ne pas faire distinction, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, sur les différents moyens qui permettent d'avoir le pass sanitaire. C'est-à-dire quand vous allez aller dans un lieu ou un concert, par exemple, on ne doit pas sélectionner le type de preuve certifiée qu'ils acceptent. C'est-à-dire que vous avez le droit d'aller à un concert si vous n'êtes pas vacciné ou si vous n'avez pas fait de test PCR, etc. On doit juste voir votre nom, votre prénom et le QR code qui dit OK, on ne doit pas voir plus que ça. Donc, pour vraiment conclure, la CNIL, comme la défenseur des droits, ont rappelé aux législateurs finalement, attention, on autorise l'utilisation du pass sanitaire, mais parce que c'est limité dans la durée, parce qu'il y a une crise sanitaire. On doit cependant protéger les données des Français. On ne doit pas impacter fortement les droits des personnes. Et tous les deux vont finalement faire un contrôle pour vérifier qu'il n'y ait pas une atteinte disproportionnée aux droits et libertés de chacun. La CNIL va le faire parce qu'elle a un pouvoir de contrôle, la défenseur des droits également. Et justement, ce qui rappelle, pour vraiment conclure, c'est que chacun doit utiliser le pass sanitaire parce que c'est limité dans le temps, parce que c'est nécessaire et ça répond vraiment à une situation précise qui est la situation sanitaire. Et ça a été rappelé par l'avis du Conseil scientifique le 3 mai, où parce qu'on utilise des données et un pass sanitaire de façon temporaire exceptionnelle, on doit vraiment se limiter à ce qui est nécessaire, parce qu'on touche aux données personnelles relatives à l'état de santé, et il faut vraiment faire attention à cette notion-là de durée dans le temps et de pas aller au-delà de ce qui est finalement nécessaire et rester dans la proportion. Et j'ai fini ma présentation et je vous remercie de votre attention. Merci Mégane Ladiès pour cette présentation très riche. Je suis un peu parasite. Oui. Je n'ai pas vu de questions sur le chat. Je ne sais pas si des personnes veulent s'exprimer à l'oral. Monsieur Clément, est-ce que vous voyez des mains levées virtuelles? Pour l'instant, je ne vois rien. Alors, nous avons un petit peu plus de 5 minutes d'échange. Moi, j'étais étonnée, Mégane, par rapport aux différences entre les différents pays, notamment au sein de l'Union européenne. C'est vrai que ça interroge et c'est dommage qu'effectivement ce ne soit pas plus harmonisé. Bon, ça s'explique certainement par des politiques de santé aussi qui sont très différentes, une gestion de la crise qui finalement a été assez différente, du moins entre certains pays. Alors moi, j'avais trouvé l'idée des couleurs de façon très naïve, intéressante, en me disant, bon, ben voilà, ça donne un renseignement vert, rouge, et finalement, derrière, on a peu d'informations médicales, on ne sait pas, mais finalement, j'ai bien aimé votre expression, le diable se trouve dans les détails. Oui, effectivement, c'est pas parfait non plus. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire d'autre? Est-ce que vous voyez d'autres idées, d'autres choses? Alors, d'autres choses, pas forcément. Après, on va dire, c'est comme je disais, le diable est dans les détails. Et un peu soulevé, entre guillemets, c'est cette question, cette idée d'accoutumance, en fait, finalement, à des restrictions et à ce pass, où je me faisais la réflexion, il y a un an et demi, quand on voulait partir en vacances, il y a 2 ans, en Europe, où on voulait voir un concert, on ne conditionnait pas, finalement, cette liberté à finalement cette notion de passe ou de contagiosité de quelque chose. Après,
comme dit, c'est vrai que la couleur vert ou rouge, ça va juste dire bah, c'est bon, vous pouvez rentrer. Mais moi, c'était la question que j'avais soulevée, c'est est-ce que finalement, montrant cette couleur, on n'indique pas finalement bah, est-ce qu'on est immunisé ou pas. Donc, c'était plus cette notion. Après, de toute façon, comme vous avez dit, tout n'est pas parfait. On essaye de faire au mieux pour redémarrer une vie entre guillemets normale. Et comme avait dit Cédric O, on est finalement dans une proportionnalité, il faut quand même essayer de le reconnaître, par rapport à d'autres pays où finalement le pass sanitaire, c'est demandé pour tout, limite pour la vie de tous les jours, aller au restaurant, aller chez le coiffeur, aller dans un magasin. Donc on essaie de respecter cette proportionnalité en espérant que le pass sanitaire, ça reste, comme on a dit ou dans l'énoncé, à une semaine, à 1 an, donc 12 mois. Mais après, comme on dit, on ne sait jamais vraiment en droit ce qui doit durer un certain temps. Souvent, on sait qu'il y a des séquelles, il y a des choses qui restent et qui s'installent sur le long terme et qui peuvent peut-être se banaliser et qui peuvent peut-être interpeller. Alors, nous avons une autre question, Mégane. La différence, effectivement, entre le pass sanitaire et finalement le carnet international de vaccination, fièvre jaune, etc. On peut se dire aussi qu'il y a une violation du secret médical, que ce sont déjà des choses qui existent et qu'on ne se pose pas finalement tant de questions. Oui, alors après ça, c'était une question qui avait été… on en avait un peu parlé au sein de l'espace éthique de la région centre, où c'est vrai que cette notion existait déjà il y a certaines, en fait, entre guillemets, obligations vaccinales pour aller dans certains pays, par exemple pour la fièvre jaune. Mais là, en fait, la question du pass sanitaire, c'est pas un pass, c'est ce que je dis au début, un pass vaccinal. On ne va pas vous obliger à vous vacciner pour aller dans tel ou tel endroit. Là, la question de la vaccination et la fièvre jaune, c'est vraiment cette idée, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne rentrez pas. Après, il y a pareil, on avait parlé un petit peu, certaines professions, dire il faut que vous soyez vacciné pour faire telle ou telle profession. C'était un petit peu cette notion-là. Mais là, après, là, on parle d'un carnet international de vaccination. Donc, pour l'instant, avec la Covid, on n'est pas encore dans cet élément-là, parce qu'on va y basculer, on ne sait pas, finalement, on ne sait pas de quoi demain est fait. Mais là, c'est une exigence qui est demandée finalement pour voyager, en fait. Donc, c'est pas pareil que le pass sanitaire, en fait. On peut dire que le pass vaccinal peut s'intégrer, entre guillemets, dans le pass sanitaire, parce que finalement, on peut intégrer le fait qu'on est vacciné, mais ce n'est pas du tout le but ou le propos je vais y arriver, du pass sanitaire. Alors, nous avons une question, Mégane, du docteur Fillou de Toulouse. Monsieur Fillou, si vous voulez vous exprimer. Oui, bonjour, vous m'entendez? oui. Très bien. Oui, j'ai deux remarques, une sur les libertés individuelles et une sur le secret médical. Vous dites que quelque part, on a adopté facilement le pass sanitaire parce qu'on voit ça comme une façon de revivre. Mais on voit ça comme une façon de revivre sous la contrainte, en fait. C'est que si on nous pose juste la possibilité de soit rien faire, soit accepter le pass sanitaire pour pouvoir vivre, et bien en fait, on n'a pas le choix. Donc, les citoyens, en tout cas, n'ont rien à dire visiblement dans cette décision. Le législateur fait en sorte que ça soit adapté à la législation, mais on n'a pas de grand mot à dire là-dessus. Et la deuxième remarque, c'est le secret médical. Vous dites, la question du secret médical mérite d'être posée. Non, la réponse, elle est donnée. C'est une rupture du secret médical. C'est une certitude. Et là encore, le législateur essaye de trouver une solution pour rendre ça acceptable. Mais c'est une rupture forte du secret médical. C'est déjà le cas. Et encore une fois, ni les médecins, ni les citoyens n'ont leur mot à dire dans cette histoire. Oui. Monsieur Isaoui avait levé la main. Après, ça sera Madame Bonneville. Je ne sais pas si ma remarque oui. engageait éventuellement une réponse de certaines personnes, mais… Je crois que Mégane nous a montré effectivement qu'il y avait une rupture quand même du secret médical et je pense que quand on est aussi médecin, on est bien conscient. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres remarques, d'autres interventions à ce propos dans la salle. Autrement, je vais passer la parole à Monsieur Isaoui. Alors, oui, Monsieur Isaoui ou alors Madame Bonneville. Bonsoir, donc je m'appelle Caroline Bonneville, j'habite à La Réunion et en fait je voulais témoigner de
du fait que je comprends tout à fait toutes les réticences qu'on peut avoir à ce pass sanitaire, parce qu'effectivement, c'est une entrave forte finalement à un certain nombre de libertés, mais c'est aussi un sésame qui pour nous, étant coincés depuis 1 an sur une île, à ne pouvoir voyager qu'en cas de motif impérieux, c'est-à-dire la mort ou la maladie d'un proche, avec des contraintes en plus pour pouvoir le faire. Il fallait faire une demande 1 semaine à l'avance. Vous pouvez vous imaginer des drames que ça impliquait derrière. Je me rends compte que c'est vraiment une situation qui est spécifique à une période de crise. Ça m'a fait un peu penser au papier qu'il fallait fournir pendant la Seconde Guerre mondiale pour passer la ligne de démarcation. Alors bon, là, c'était contraint et forcé par des gens qui n'étaient absolument pas des défenseurs des libertés individuelles. C'est une affaire entendue. Mais finalement, est-ce qu'on n'a pas besoin, dans une période qui est particulière, qui est exceptionnelle, ou en tout cas qui, pour l'instant, est exceptionnelle, de mettre en place des mesures peut-être un peu exceptionnelles et un peu effectivement coercitives, avant de pouvoir trouver une solution qui sera plus adaptée sur le long terme, puisqu'on sait très bien que des pandémies comme ça, malheureusement, ça risque de revenir, celle-là ou une autre. Et je me pose la question de savoir comment, en termes juridiques, on peut se dire on va faire cette mesure-là pendant 1 an, et après ça, se donner les garde-fous et se donner les moyens de la faire évoluer de manière à ce que justement on ne tombe pas dans une habitude du contrôle ou de l'ingérence en fait dans la vie privée des gens. Voilà, merci. Merci, madame. Oui, le risque est important, effectivement, d'une habitude et d'une ingérence de plus en plus marquée. Après, chaque étape de la crise nous apprend aussi et effectivement, on vit différemment au jour le jour, on échange de façon différente grâce à nos visioconférences avec le bon et le mauvais côté. Et dans chaque chose, il y a certainement des choses qui sont positives et des choses qu'il faudra vite oublier. Pour l'instant, nous l'avons compris, ce pass sanitaire a une durée qui est de 12 mois. C'est quelque chose de transitoire. On est bien conscient que ça peut durer plus longtemps. Certainement, les modalités vont évoluer. Cependant, nous avons tous beaucoup de questions, mais je vais laisser la parole à la deuxième intervenante pour que nous puissions nous exprimer aussi sur cette… Elle nous propose un arbitrage entre santé et liberté. Quelle contribution des économistes? Madame Clémence Thébault, qui est donc maître de conférence à l'Université de Limoges. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais discuter avec vous. Je voulais remercier tous les organisateurs de cette table ronde de m'avoir proposé d'y participer. Je vais voir avec vous de quelle façon les économistes peuvent contribuer aux arbitrages entre santé publique, enfin la santé publique et la préservation des libertés individuelles dans le contexte actuel de la pandémie, et discuter ensuite des enjeux spécifiques que soulève le pass sanitaire. Donc, d'abord, en préambule, je voulais préciser que cette crise sanitaire a posé des questions tout à fait inédites pour les économistes, et en particulier pour les économistes de la santé. Habituellement, les économistes de la santé sont sollicités pour participer à des décisions collectives concernant des investissements pour financer des traitements innovants et coûteux. Ces traitements innovants et coûteux posent la question de savoir quelle est la valeur de la santé par rapport aux autres dimensions de la vie, puisque les ressources qui sont consommées pour pouvoir financer ces traitements ne sont plus disponibles pour d'autres usages. La spécificité de cette épidémie, c'est qu'initialement, il n'y avait aucune technologie pour éviter la propagation de l'épidémie. Il n'y avait pas de vaccin, pas de traitement pour éviter des formes graves, même pas la possibilité d'acheter des moyens de prévention, que ce soit des gels, des masques, des dépistages. Et encore aujourd'hui, en France en tout cas, le vaccin pose moins des problèmes de coût que des problèmes de disponibilité de doses. Alors quand je dis qu'il n'y avait pas de technologie qu'on puisse acheter pour prévenir la propagation de la maladie, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y avait bien une stratégie qui était effectivement coûteuse. C'est la stratégie confinement qui est très efficace pour prévenir le risque de saturation des réanimations.
Donc, cette stratégie, c'est une intervention coûteuse, mais contrairement à d'habitude, dans le système de santé, ce sont des coûts non médicaux et non pas des coûts médicaux. En effet, la stratégie confinement, elle implique principalement une diminution de revenus individuels liée à la diminution de la demande en raison d'une restriction de déplacement et l'interdiction de certaines activités marchandes. Donc là-dessus, les économistes pouvaient mobiliser les outils que je vais vous présenter rapidement et qui permettent, comme au sujet d'un médicament, d'un programme de santé publique ou autre, de se demander quelle est la disposition à payer collective pour une intervention qui permet d'améliorer l'état de santé de la population. Il y a un deuxième type d'arbitrage que nécessitaient les confinements, c'est l'arbitrage entre la protection de l'état de santé de certains groupes de patients et la protection d'autres patients, puisque les stratégies de confinement étaient très efficaces et sont très efficaces pour prévenir, on l'a dit, le risque de saturation des réanimations. Et donc, du coup, de garantir une bonne qualité de prise en charge des patients à la fois atteints de Covid-19, mais également d'autres maladies qui arriveraient en réa. Mais en contrepartie, les stratégies de confinement impliquent une dégradation de l'état de santé d'autres populations. On a vu le lien entre confinement et augmentation des violences domestiques. On a commencé à voir et à constater l'impact des confinements sur la santé mentale de certaines populations plus fragiles. Et par ailleurs, on sait, les économistes sont familiers du lien qui existe entre croissance économique et santé des populations, puisqu'on connaît notamment l'impact, par exemple, d'une situation de chômage sur la dégradation de l'espérance de vie, par exemple. Et donc, les confinements, parce qu'ils dégradent la conjoncture économique, risquent d'exposer un certain nombre d'individus, en tout cas sur le moyen et long terme, à une diminution, une dégradation de leur état de santé. Alors là aussi, les économistes pouvaient mobiliser des outils qu'ils avaient à disposition, puisqu'on a l'habitude d'utiliser des modèles qui nous permettent d'intégrer toutes ces dimensions sur le court, moyen et long terme. En revanche, il y a un troisième enjeu que pose la question du confinement et qui est en fait la question posée aujourd'hui par le pass sanitaire et sur lequel les économistes sont beaucoup moins à l'aise, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est l'arbitrage qui doit être fait entre protection de l'état de santé et préservation des libertés individuelles, puisque donc, en l'occurrence, ces confinements impliquent une réduction drastique de ces libertés. Alors, pour pouvoir vous expliquer quels sont les outils qu'ont les économistes et voir ensemble finalement quelles sont les limites de ces outils pour répondre à cette question, à cet arbitrage entre santé et liberté individuelle, je vais faire un petit détour pour vous expliquer ces outils qu'ont les économistes et qui ne sont pas toujours si bien connus. Alors, les économistes, que font-ils quand on les sollicite? Alors, en général, les économistes de la santé sont, comme je l'ai dit, mobilisés pour guider la décision publique sur le choix d'investir dans des traitements coûteux. Que font-ils? Ils estiment un surcoût qui est induit par une intervention. Donc, ça peut être, on l'a dit, un médicament, un programme de santé publique, un dépistage. Ça peut être d'ailleurs en dehors de la santé, une infrastructure de transport, une politique éducative ou un confinement. Voilà. Et donc, ils estiment le surcoût, bien évidemment, en prenant en compte les coûts directs, indirects, médicaux, non médicaux, sur le court, moyen et long terme. Et ils vont comparer ça avec les gains en santé que permet d'obtenir cette intervention, donc gains en santé qui peuvent être mesurés par exemple en années de vie sauvée. C'est ce que fait un économiste quand il estime un objet qui s'appelle le ratio différentiel coût-résultat. Et que vont faire les économistes ensuite? Ils vont mettre en perspective ce ratio différentiel coût-résultat, donc ce surcoût, par rapport à la valeur sociale, la valeur collective qu'accorde la population à ces gains en santé. Alors, comment est-ce qu'on estime cette valeur sociale de la santé? Les économistes, en fait, s'appuient sur la valeur individuelle que chacun dans la population accorde à sa propre santé. Et ils vont ensuite agréger ces valeurs individuelles pour estimer une valeur collective. Donc, je n'ai pas le temps ici de détailler ces méthodes. Peut-être une petite précision, c'est de dire qu'en France, on n'a pas de valeur collective, de disposition à payer collective, puisque c'est ça, la valeur sociale de la santé. Pour un économiste, c'est la disposition à payer collective pour produire un gain de santé supplémentaire.
Donc, en France, on n'a pas de valeur sociale de la santé spécifiquement. En revanche, on a des valeurs de la vie, qui ont d'ailleurs été très souvent mobilisées et discutées dans les débats, dans les articles de presse, etc., au sujet de cette épidémie. Cette valeur, cette disposition à payer collectif pour sauver une vie supplémentaire, elle a été établie en France dans d'autres secteurs, l'environnement et les transports par France Stratégie, et elle s'élève à 3 millions d'euros. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que les économistes pourraient mobiliser les outils qu'ils ont pour évaluer cette valeur de la santé, pour guider l'arbitrage santé-liberté, qui est en fait celle posée principalement par la crise actuelle. Alors, pour répondre à cette question, on peut répondre en deux temps. Oui, techniquement, un économiste peut mesurer la disposition à payer pour préserver sa liberté individuelle, ou inversement, l'économiste peut sans difficulté évaluer les arbitrages que font les individus entre la préservation de leur santé versus la préservation de leur liberté. Ça, c'est quelque chose qui, sur le plan technique, n'est pas problématique. En revanche, la question est de savoir si c'est légitime de le faire. Est-ce que l'économiste est légitime à mobiliser les outils qu'il a habituellement pour pouvoir guider cette décision collective sur l'arbitrage santé-liberté? Alors, pour répondre à ça, il faut préciser que l'économiste, en fait, il raisonne toujours en s'appuyant sur ce qu'on appelle l'économie du bien-être. Qu'est-ce que c'est que l'économie du bien-être, qu'on appelle aussi welfare economics? C'est le fait de dire je vais m'appuyer pour guider la décision publique, je vais m'appuyer sur les arbitrages que les individus font pour eux-mêmes pour maximiser leur bien-être. Et donc, je vais évaluer les options qui sont sur la table en regardant, à partir des arbitrages que les gens font pour eux-mêmes, quelle est l'option qui finalement permettrait de maximiser le bien-être collectif, compte tenu des préférences individuelles. Donc, du coup, si je prends les outils de l'économiste pour évaluer l'arbitrage santé-liberté, ça veut dire que du coup, je considère la liberté également sous l'angle du bien-être. Et est-ce qu'il est juste de considérer la liberté sous l'angle du bien-être? Donc ça, c'est une question, par exemple, qui avait été posée par Amartya Sen, qui est un économiste philosophe très, très connu, et qui avait posé la question assez simplement en disant, est-ce que la liberté a une valeur instrumentale, comme un moyen d'atteindre le bien-être, auquel cas on pourrait la mettre en concurrence avec d'autres types de moyens, notamment, par exemple, une augmentation de notre revenu ou l'accès à certains biens, ou bien est-ce que la liberté a une valeur intrinsèque qui ne s'échange pas, qui ne peut pas s'échanger contre du bien-être? Alors, bien évidemment, pour répondre à cette question, on n'a absolument pas le temps d'aller en profondeur. Il faut revenir en fait aux théories du contrat social, il faut relire Hobbes, Rousseau, Kant, etc., qui en fait répondent à cette question. Chacun avec des partis pris différents. Mais ce qu'on peut dire déjà à ce stade, c'est qu'en France, si on regarde déjà le système juridique français, et du coup ma collègue Mégane pourra éventuellement le compléter si je fais erreur, aujourd'hui en France, on n'a pas le droit de renoncer à une liberté fondamentale pour pouvoir, par exemple, avoir du revenu supplémentaire. Renoncer à une liberté fondamentale ne dépend pas de la seule volonté du titulaire du droit. Je n'ai pas le droit de renoncer à une liberté parce que ça va m'apporter du revenu supplémentaire. Et du coup, derrière, du bien-être parce que grâce à ce revenu, je vais améliorer ma consommation, etc. Il y a différents types d'exemples juridiques qui montrent que ces libertés sont inaliénables. L'arrêt du Conseil d'État sur le Lancelin, les dispositions juridiques actuelles sur la GPA, etc. Renoncer à une liberté fondamentale ne dépend pas de la seule volonté du titulaire du droit. Alors donc, ça nous permet de dire que l'approche welfariste, en fait, elle est techniquement possible. Alors l'approche welfariste, c'est-à-dire l'approche des économistes, elle est techniquement possible pour documenter l'arbitrage santé-liberté, mais en revanche, elle se heurte à des principes philosophiques et juridiques. Alors est-ce que pour autant, l'économiste n'a rien à dire sur l'arbitrage santé-liberté individuelle? Je ne pense pas. Le rôle des économistes, en fait, c'est d'évaluer les conséquences des différentes options sur le bien-être collectif, d'évaluer ces conséquences sur le bien-être collectif pour éclairer les termes du débat démocratique, mais en revanche, l'économiste n'a pas à remplacer ce débat démocratique. Le rôle de l'économiste, finalement, c'est d'apprécier la proportion entre c'est de donner les éléments de documentation pour qu'ensuite, on tranche entre la proportionnalité entre le risque sanitaire et l'atteinte des droits.
parce que ce qui légitime de porter atteinte aux libertés individuelles, c'est ce principe de proportionnalité. Et donc, l'économiste va intervenir aux côtés des autres disciplines, des épidémiologistes, des sociologues, etc., pour apporter la documentation nécessaire à cette appréciation. Alors, concernant le pass sanitaire spécifiquement, et en restant toujours du point de vue de l'économiste, il me semble qu'il est important de distinguer différents éléments. Des différents éléments qui d'ailleurs ont été déjà mentionnés par Mégane, donc je ne viens que compléter le propos extrêmement riche qu'elle nous a présenté. D'abord, souligner qu'il y a quand même un niveau de restriction de liberté qui est tout à fait différent entre les politiques de confinement qui, elles, impliquaient un sacrifice de liberté fondamentale. Liberté d'aller et venir, liberté de réunion, liberté de commerce et de consommation. Le pass sanitaire, lui, est également restrictif, mais dans une relativement moindre mesure, puisqu'il restreint uniquement l'accès à certaines activités. Deuxièmement, ce pass sanitaire, finalement, serait plutôt conforme à l'approche welfariste de l'économiste, puisque dans le pass sanitaire, finalement, on va laisser les individus être les juges de leur propre bien-être. C'est l'individu qui, pour lui-même, effectue un arbitrage entre le bien-être qu'il va tirer des activités auxquelles donne accès le pass sanitaire, le bien-être qu'il va tirer d'une protection probable par rapport à la maladie grâce à la vaccination, et c'est lui qui va arbitrer entre ces deux sources de bien-être versus la perte de bien-être causée par des risques associés à la vaccination. Troisième point que je souhaitais souligner, c'est le fait que le pass sanitaire implique un coût qui va être supporté par la collectivité, donc à la fois un coût en termes de gestion des systèmes d'information, un coût en termes de contrôle du pass sanitaire, un coût également parce qu'il va y avoir une diminution de la demande, de la consommation pour l'accès, pour les activités dont l'accès est conditionné au pass sanitaire. Et par ailleurs, un coût parce que, comme on l'a dit, il est possible d'avoir un pass sanitaire si l'on effectue des tests PCR ou antigéniques de façon régulière, ce qui représente là aussi un coût collectif. Et en fait, ce coût collectif, il peut être considéré comme reflétant une forme de disposition à payer de la collectivité pour préserver l'autonomie par rapport à une option beaucoup plus restrictive qui est l'obligation vaccinale. Alors là, j'ai parlé en théorie. En pratique, il y a des risques de dérive, des risques de discrimination qui ont été là aussi très bien détaillés. Le principal risque, c'est si le pass sanitaire est utilisé par certains acteurs sur le terrain comme un instrument de pouvoir, au sens où l'entend Foucault, c'est-à-dire comme une pratique disciplinaire, plutôt que comme un outil de préservation de l'autonomie tel qu'il a été pensé initialement. Donc, ces modalités, il y a des modalités qui doivent être mises en œuvre sur le terrain pour encadrer ces pratiques. Et là aussi, ça a été tout à fait parfaitement bien détaillé. La décision de restreindre une activité au détenteur du pass sanitaire doit être à chaque fois basée sur une évaluation du risque de contagion et non fondée sur les décisions de principe. Et par ailleurs, bien sûr, la présentation du pass sanitaire devrait à chaque fois être à l'initiative de son détenteur et non sous la contrainte. Pour conclure, pour complexifier encore les choses, malheureusement, il me semble que là, on a jusque-là discuté de l'arbitrage entre santé et liberté qui avait été effectué en France à travers ce pass sanitaire, mais les choses sont encore plus compliquées puisque nous vivons dans un ensemble géographique, économique et juridique intégré. Comme on l'a dit, nous vivons au sein à la fois d'une région, l'Europe, mais au sein d'un ensemble socio-économique, juridique, l'Union européenne, et la France est contrainte d'effectuer des arbitrages entre santé et liberté qui sont cohérents avec les décisions prises au niveau communautaire. Le deuxième point, c'est que de toute façon, indépendamment des règles que fixerait l'Union européenne, et ça a déjà été dit, donc je vais aller très très vite, les politiques de santé ont été différentes en Europe. Je pense en particulier à l'Allemagne qui a eu des politiques plus restrictives visant une sorte de zéro Covid, alors qu'en France, on a visé plutôt une forme de vivre avec le virus et se pose aujourd'hui la question du vivre ensemble, puisqu'il va falloir permettre les échanges économiques, les mobilités familiales, professionnelles, etc. Les gens ne peuvent pas rester séparés au sein des familles plus longtemps que ça. Donc, il faut aussi, on est contraint dans l'arbitrage qu'on va effectuer par les arbitrages qui ont été effectués par les autres pays qui sont voisins de nous. Et enfin, le dernier point, c'est qu'on a aussi une spécificité comme la Grèce, c'est qu'on a le tourisme qui représente une part très importante de notre PIB en France, 7% de notre PIB, et que du coup, ça aussi, ça va nous limiter dans l'arbitrage qu'on fait parce que sinon, le sacrifice financier d'une activité qui resterait en berne serait très important. Et là, pour le coup, eh bien, on aurait un sacrifice de bien-être également très élevé.
Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention très claire et pour avoir mis en perspective les enjeux économiques. On a une question de Madame Vaillant qui demande si l'évaluation des économistes tient compte du chiffre coût en santé mentale. Alors, donc là, ce que je vous ai présenté, c'est la façon dont les économistes peuvent documenter la décision sur les différentes options sur la table vis-à-vis de l'épidémie. Il se trouve que pour la gestion de l'épidémie actuelle, les économistes ont assez peu été sollicités. Hein, donc, on pourrait sans problème, bien évidemment, tenir compte de tous ces, à la fois des coûts, à la fois de la perte de santé, etc., y compris dans ces dimensions santé mentale. La question, c'est est-ce qu'on veut le faire? Et aujourd'hui, les décisions n'ont pas été basées sur ce type-là de modélisation. C'est une question ouverte. Il y a un second commentaire. Le fait qu'il y ait un glissement d'un outil qui initialement est pensé pour préserver la santé et qui passe dans un second temps comme un outil de contrôle par l'administration. Avez-vous un commentaire suite à cette remarque? Je pense qu'il y a toujours des risques de dérive et de contrôle. Comme je l'ai dit, j'ai cité Foucault. Je veux dire, il faut toujours savoir qu'il y a toujours des pratiques de pouvoir partout, à tous les niveaux, niveau micro, niveau macro, qu'on doit toujours être extrêmement vigilant. En écoutant l'exposé précédent, j'ai trouvé justement, par exemple, que la CNIL avait été extrêmement protectrice vis-à-vis de la préservation de nos libertés. Et donc, là, on voit le double rôle. Hein. L'administration peut à la fois être... pouvoir induire des restrictions de l'autonomie et à l'inverse, ici, elle nous a protégés. Donc, c'est comme on l'a dit, ce sera une vigilance permanente et un jeu démocratique permanent pour effectuer des contre-pouvoirs, des remises en cause, des discussions, etc. À titre personnel, je reviendrai la remarque que vous faisiez. Au nom de quoi on décide? Est-ce que on doit se baser sur une décision de principe ou sur une évaluation du risque de contagion? Ça, c'est un élément fort de réflexion, me semble-t-il. Pour passer la parole au docteur Birmelet, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, je n'ai pas vu de main levée ou de commentaires spécifiques sur cette présentation. En tous les cas, je remercie vraiment Clémence, comme Marianne Fontange, pour la clarté de cet exposé. Quand on n'est pas économiste, les choses s'éclairent quand même. C'est vrai, merci de nous faire, d'échanger avec nous sur des données qui ne sont pas simples. Et c'est vrai qu'on a l'impression quand même, effectivement, on est passé du temps du sanitaire vers sur le temps plus économique là. Et donc, il faut être très attentif parce qu'il nous fait un peu plus peur. Enfin, les deux nous font peur, mais peut-être que le sanitaire, on essaie de mieux le maîtriser, de mieux le connaître. Donc, oui, Béatrice Birmelet, donc, nous allons vous laisser la parole sur un temps de réflexion plus philosophique, plus éthique sur ce même sujet. Merci, Béatrice. Bonsoir et merci beaucoup. Merci pour votre confiance et puis pour organiser cet événement. Effectivement, je crois qu'on est tous dans le même objectif de reprendre une vie un peu plus normale, le plus normale possible, même si actuellement, vu des connaissances de ce qu'on sait faire, c'est uniquement la vaccination qui nous permet d'avancer, qui est efficace. Il y a des risques évidents, mais avec une politique de santé qui essaye quand même de limiter et de fixer les populations à risque. Et du coup, tous ne sont pas actuellement vaccinés, tous ne sont pas protégés. Et du coup, l'idée, c'est de limiter l'accès à certains lieux pour ces personnes qui ne sont pas protégées, ou du moins qui risquent de contaminer les autres. L'idée, c'est finalement de limiter la circulation du virus et de permettre la circulation des personnes. Et du coup, ce pass sanitaire permettrait de répondre à cela. Mais comme ça a déjà été dit de manière évidente, c'est une restriction de liberté. Et à nouveau, une restriction de liberté.
Certes, effectivement, on est loin de mars 2020, où on était dans le confinement avec une restriction de liberté majeure. Il y a eu finalement, depuis le début de la pandémie, vraiment ce basculement entre ce confinement en mars et tout à coup, fin décembre, début janvier, la vaccination avec l'obligation du consentement. On a vraiment basculé de la restriction de liberté à la liberté de consentir. Et avec le pass sanitaire, on est de nouveau dans une certaine restriction. Et les personnes qui, du coup, refuseraient de se faire vacciner, de faire un test récent ou qui n'ont pas de certificat de guérison récente, ben finalement, pourraient être limitées d'accéder à un lieu auquel elles seraient en droit de pouvoir revendiquer en leur qualité de citoyen. Donc, une nouvelle restriction de liberté, toujours pour protéger le plus grand nombre. On a une limitation à nouveau de l'autodétermination, soit avec l'obligation de vaccination ou de test, pour éviter de contaminer une personne non protégée, une personne vulnérable. On est finalement dans ce jeu de domino où un seul contaminé peut contaminer d'autres autour de lui, surcharger le système de santé, déprogrammer beaucoup de gens, avoir des conséquences sur le plan des activités professionnelles, économiques, enfin comme un jeu de domino, et on est toujours dans cette limite ou dans cet équilibre entre le choix de chacun de faire comme il le souhaite, comme il l'entend, comme il le décide pour lui-même, et la volonté de protéger le plus grand nombre. Et du coup, jusqu'où va ma liberté ? Peut-être jusqu'où cette liberté peut être limitée par la société qui me précède, qui me donne des droits, mais qui me donne aussi des devoirs. Et du coup, moi, je trouve qu'avec ce pass sanitaire, de façon beaucoup plus modérée qu'il y a un an, on est de nouveau dans cette restriction de liberté pour protéger le plus grand nombre, pour protéger les plus vulnérables. Et je trouve ça intéressant, ce balancement qui est permanent, et je pense dont on n'est pas sorti. On ne sait pas non plus ce qui va se passer, mais globalement, nos libertés et notre autodétermination augmentent, heureusement, mais on est toujours limité par ce souci de solidarité, cette importance aussi de solidarité qui est très nette avec le vaccin et qui là se pose à nouveau. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que pourquoi pas cette restriction de liberté, mais elle ne peut être acceptable qu'à condition qu'il y ait égalité. Égalité de traitement, égalité devant l'accès à un lieu. Du coup, les impératifs et les conditions sont identiques, elles sont fixées. Il y a vaccination, non porteur ou guéri, mais cette égalité, finalement, elle est certes réelle, mais elle n'est possible que s'il y a équité, et en particulier équité d'accès à la vaccination, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il y a un choix qui a été fait depuis décembre, un choix qui se veut juste pour répondre aussi aux priorités de santé publique. On a d'abord vacciné les plus vulnérables, les personnes âgées, les personnes qui ont des pathologies lourdes, celles qui sont en contact avec elles et qui en prennent soin, et on a élargi progressivement. C'est un calendrier qui se veut juste, mais qui quelque part est inéquitable vis-à-vis des plus jeunes, vis-à-vis des non vulnérables. Et cette inéquité va exister tant que tous ne pourront pas accéder à la vaccination, même si tout le monde peut aujourd'hui accéder, tout le monde n'a pas encore son rendez-vous. Donc, je crois qu'il y a actuellement une situation inéquitable qui pose la question de la restriction de liberté. Alors, les contre-indications sont peu nombreuses. Par contre, les personnes il y a en particulier les personnes qui refusent la vaccination pour un choix personnel et qui du coup ne peuvent pas accéder, sauf si elles font un test de dépistage récent. Elles sont donc privées à l'accès à certains lieux, certains services, en raison de leurs convictions personnelles. Et il y a donc là une inéquité d'accès et donc de discrimination. Et le risque de discrimination est réel puisqu'on refuse ces personnes qui refusent de se faire vacciner, en sachant qu'elles peuvent bien sûr faire un test. Alors, juste une parenthèse aussi par rapport à ce qui a été dit précédemment. Effectivement, ça a un coût parce que le test est gratuit en France. On est là aussi un petit peu sur une île. Dans beaucoup d'autres pays, le test est payant. Du coup, si on veut accéder quelque part et montrer qu'on n'est pas contaminant, il faudra du coup payer le test, ce qui n'est pas le cas en France.
Donc, discrimination par rapport à ceux qui refusent de se faire vacciner, mais aussi, comme ça a été dit, discrimination par rapport à des personnes qui sont en marge de la société, en situation d'exclusion sociale, en situation irrégulière. Une personne en situation irrégulière ne pourra pas accéder. Alors, c'est vrai qu'actuellement, le choix a été fait à des grandes manifestations, mais peut-être qu'un jour, le pass sanitaire sera pour autre chose, même si pour l'instant, ce n'est pas le cas. On exclut aussi les personnes isolées. Ça signifie aussi qu'il faut tenir compte de ces personnes les plus vulnérables et être extrêmement attentif pour donner l'information aussi à ces personnes en marge, à ces personnes exclues, d'inciter ces personnes à la vaccination, de trouver des filières. Moi, je ne sais pas, j'ai essayé de savoir, je n'ai pas réussi à savoir comment peuvent faire les personnes en situation irrégulière puisqu'elles n'ont pas de statut, donc logiquement, elles ne peuvent pas accéder. C'est là aussi une question de justice et d'égalité, d'équité envers tous. Un autre point d'attention est bien sûr la confidentialité. Donc, ça a déjà été dit, c'est impossible de respecter la confidentialité, de respecter le secret médical et du coup, on diffuse quelque part ces données. Et d'un autre côté, je trouve que c'est très paradoxal parce que déjà actuellement on diffuse facilement l'information. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. On dit on est tous vaccinés, on enlève les masques. Ou alors, on se fait la bise puisqu'on est vacciné. Donc, en fait, on n'hésite pas à le dire. Pourtant, c'est une donnée de santé. Alors, c'est vrai que pour avoir fait il y a 3 ans plusieurs débats dans le cadre des États généraux de la bioéthique sur les données de santé, il y avait déjà ce paradoxe entre une grande crainte que nos données de santé puissent être connues et d'un autre côté, finalement, on ne se pose pas beaucoup de questions, les diffusant à l'autre via les réseaux sociaux. Il est impossible de savoir qu'un tel est hospitalisé pour quelque chose parce que ça relève du secret et de la confidentialité. Par contre, on n'hésitera pas à le transmettre sur Facebook. Et donc, vous savez bien que les GAFAM ont beaucoup d'informations sur nous. Et du coup, là, on est de nouveau devant ce paradoxe. On n'hésite finalement pas à dire, oui, je suis vaccinée, je peux te faire la bise. Et d'un autre côté, j'étais un peu stupéfaite. La semaine dernière, j'ai discuté avec une directrice de soins d'un établissement qui me dit, là, il faut encore que j'écrive à l'ARS puisque je dois donner le pourcentage de professionnels de l'établissement vacciné. Or, pour avoir le pourcentage de professionnels vaccinés, il faut bien savoir qui est vacciné. Donc, est-ce qu'une DRH doit savoir quel est le pourcentage, quelles sont les personnes vaccinées? Donc, on est clairement en une rupture de la confidentialité. Donc, pas seulement pour le pass, mais déjà de base dans nos relations les uns avec les autres et dans nos fonctionnements d'établissement. Et du coup, c'est vrai que ce que je vous dis, c'est un petit peu issu de notre groupe de travail. Et donc, je remercie tous mes collaborateurs, bien sûr Mégane Ladiès, mais aussi le groupe à Tours avec qui nous avons travaillé. Et on a un petit peu tenu le discours, la réflexion suivante. Le pass sanitaire est bénéfique pour le plus grand nombre, ça c'est très clair, ça met fin aux restrictions antérieures, au confinement, même s'il y a une limitation dans certains lieux. Et c'est vrai que ça permet à ceux qui ont le certificat une vie plus normale, la fin de l'isolement. Mais c'est vrai qu'en contrepartie, il y a une restriction de liberté, il y a une inéquité, une inégalité, une discrimination, une rupture de la confidentialité. Et on s'est dit que si tous, ou tant que tous n'ont pas accès à la vaccination, il paraît assez légitime de réaccorder des libertés à certains plutôt que de priver le plus grand nombre. Et du coup, le pass sanitaire pourrait avoir une légitimité malgré les limitations évoquées, mais dans ce cas, il ne peut s'agir que d'une mesure transitoire. Et il est absolument important de veiller à ce qu'il y ait un accès juste à la vaccination et pour tous, et aussi qu'il y ait une sécurisation des données. Mais à partir du moment où la vaccination est accessible à tous, certes, elle est ouverte à tous actuellement, mais tous ne peuvent pas accéder, mais quand tous auront pu accéder, et si on veut protéger le plus grand nombre, se pose quand même la question de l'obligation vaccinale, qui seule va permettre l'égalité, la non-discrimination, la confidentialité. Certes, avec une restriction de liberté, parce qu'il faudra se soumettre à l'acte de vaccination, mais
on peut envisager cette obligation du fait de la gravité de la maladie pour certains, de l'efficacité constatée. Mais c'est vrai que si on envisage l'obligation de la vaccination, le pass sanitaire n'a plus lieu d'être. Et du coup, on s'interroge beaucoup sur ce pass sanitaire, certes important transitoirement, mais je pense que très rapidement, il faut oser se reposer la question sur sa validité dans la durée. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Béatrice pour ton intervention. Donc nous avons quelques questions sur le chat. Donc Maëlys du Basque. Bonjour Maëlys, quel plaisir de t'avoir. Donc la privation d'accès à certaines activités liées à la vaccination est déjà présente pour l'entrée d'un enfant en crèche, d'un enfant à l'école, d'un adulte souhaitant entrer dans une profession de santé par exemple. Oui. Et donc la question que je me posais, c'est pourquoi aujourd'hui cette question de l'obligation d'une vaccination nous interroge autant. Pourquoi nous avons accepté les autres contraintes jusque-là et pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui? Je pense qu'un des arguments, c'est que pour l'instant, on ne peut pas avoir d'obligation puisque ce n'est pas encore accessible à tous. Je pense qu'il faudra se poser la question cet automne quand tout le monde aura pu prendre son rendez-vous. Après, je pense que c'est aussi une décision politique. Pour moi, ça dépasse clairement la question sanitaire. Merci. Alors, une autre question. Donc, l'inéquité médicale n'a-t-elle pas toujours existé? N'est-elle pas plus importante dans nos sociétés modernes? Oui, je suis à la fois d'accord et pas tout à fait. C'est clair qu'il y a une inéquité d'accès, en particulier une inéquité d'accès aux soins primaires, parce que selon où on est, où on habite, quelle est notre éducation, le niveau social, c'est pas la même chose. Par contre, je pense que si on arrive dans une filière, tout le monde peut avoir accès aux soins dont il a besoin. Et actuellement, il y a cette possibilité maintenant d'accès à tous, mais il faut juste le temps que tout le monde puisse avoir un rendez-vous. Et je pense que peut-être certaines populations n'ont pas l'information. Donc, je suis assez d'accord qu'elle a toujours existé, mais je pense que dans cette situation-là, il faut tout faire pour qu'elle n'existe pas. Voilà. D'ailleurs, il nous était précisé que la gratuité de la vaccination était garantie pour les étrangers en situation irrégulière bénéficiant de l'AME, en fait. Mais c'est vrai que c'est peut-être plus un problème d'information, d'accéder finalement à la filière, à la bonne filière. Et pour avoir rencontré et puis fréquenté un certain nombre de personnes en situation irrégulière, je suis pas sûre que tous osent accéder, même si elle est garantie. Mais ceux qui sont, je dirais, quelque part pas nouvellement arrivés ou dont le dossier en particulier n'est pas en cours, je ne suis pas sûre qu'ils osent tous se consulter à l'aide médicale d'État. Alors, d'autres questions? Alors moi j'en avais une, oui Béatrice, je suis heurtée comme toi par la gestion que l'on a de la confidentialité des données. Enfin c'est vrai que c'est primordial, mais quand on voit qu'on est à une époque en fait où tout se dit sur les réseaux sociaux, alors à l'oral bien sûr ça c'est toujours dit, mais en général quand on est sur l'oral, bon à part des rumeurs, ça ne s'amplifie pas de façon très importante, mais dans les réseaux sociaux, toute notre vie qu'on met dans nos réseaux sociaux, je trouve, et après c'est vrai que voilà, on va pas comprendre que des données de santé qui sont extrêmement sensibles, hein, je suis tout à fait d'accord, hein, mais j'aimerais finalement que peut-être d'autres données, qu'il y ait une éducation qui soit faite aussi sur nos données personnelles du quotidien qu'on dispense largement à des inconnus. Mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui m'avait beaucoup impressionné justement dans les états généraux de la bioéthique où finalement, je crois qu'il y a une méconnaissance de tout un chacun, de savoir que tout ce qu'on écrit, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit via mail ou tout ce qu'on fait sur Internet, finalement, toutes ces données sont collectées et connues. Et je crois qu'on ne s'en rend pas compte.
Et par contre, on est très vigilant pour les données de santé. Et je trouve ça très, très paradoxal. Et je crois qu'effectivement, il y a un gros travail de sensibilisation à faire pour se rendre compte que, voilà, protéger les données de santé, c'est aussi, moi, faire attention à ce que je communique où et à qui. On rejoint là la question du secret médical soulevée par notre confrère tout à l'heure, où nous sommes quand même incités par la dématérialisation des supports de communication. Nous sommes vraiment incités à une violation constante du secret au point que nous ne savons plus ce qui est secret. Nous ne faisons plus la différence entre le secret et une information strictement nécessaire, qui sont les termes de la loi. Et donc, on est effectivement dans une espèce de glissement qui nous fait perdre le sens même de ce qui semble être l'engagement fondamental de nos professions. Oui, on a donc une remarque. La prise de conscience sur les données personnelles va doucement se faire, mais tant qu'il n'y aura pas eu de catastrophe. Et donc, c'est une juriste en droit du numérique et déléguée à la protection des données, donc effectivement très sensibilisée à ce sujet. C'est vrai que… Oui, je suis complètement d'accord avec cette remarque, mais je pense, pour un peu travailler sur toutes les données et toutes les études qui se font avec ces données, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. Actuellement, pour faire un travail de recherche sur des données anonymisées, ça devient de plus en plus compliqué. Il y a de plus en plus, en particulier sur le plan éthique, il faut toujours des référents éthiques. Je crois qu'il faut trouver la juste mesure de ce qui est raisonnable de faire. Mais vous avez raison, dans les deux sens. Comme toujours en éthique, il faut trouver la juste mesure entre ce qui doit être dit, comment et à qui, et ce qui doit être utilisé ou pas. Alors, le docteur Fillou veut intervenir à la suite de la remarque de Maëlys. Oui, merci. Je peux me tromper sur la façon dont a été posée la question, mais moi j'ai plutôt pris la question de cette dame comme étant pourquoi la population n'accepterait pas la vaccination obligatoire contre la Covid, alors qu'elle a accepté toutes les vaccinations jusqu'à maintenant déjà obligatoires pour plein de choses. Si la question est posée comme ça, je suis très d'accord avec cette remarque. Ce qui a changé, c'est la confiance dans le système sanitaire français. Moi, je ne suis pas anti-vax, je ne suis pas anti-médicaments. Par contre, je pense qu'il faut que les choses soient faites de façon raisonnable, éclairée et de façon fiable. Les vaccins, depuis toujours, ils ont permis de réduire l'incidence et la gravité de maladies qui étaient mortelles. Et c'est comme ça que nous avons énormément progressé en termes de qualité de vie et en termes de santé. Là, on arrive à une situation où on a une maladie qui, si on prend réellement les chiffres, sur le plan médical, c'est pas un problème de santé publique. S'il y a eu très peu de morts, c'est pas une maladie aussi grave que toutes les autres qu'on soigne en réanimation et dont on meurt depuis toujours. Première chose. Deuxième chose, les conditions médicales dans lesquelles s'est passée cette crise sont hallucinantes. Il y a eu des faux qui ont été faits dans des revues médicales, il y a eu des mensonges dans tous les sens, il y a eu des interdictions de médicaments. C'est la première fois que le législateur a interdit aux médecins de prescrire. Et c'est la première fois que le législateur a autorisé des examens complémentaires sans prescription médicale. Le corps médical a beaucoup perdu dans cette crise, qui, à mon sens, n'est pas du tout une crise sanitaire, mais est une crise politique. Moi, je pense qu'effectivement, la vaccination contre la Covid, elle pose vraiment question, pour les raisons que je viens d'exposer, et je trouve complètement normal que la population y soit réticente. Et malgré ça, la population est en train de tout accepter parce que c'est ça ou rien. Donc, une fois encore, c'est la main forcée, en fait, que le citoyen va devoir faire des choses. Et c'est finalement ça le gros problème. Quand j'entendais l'économiste dire « les économistes ont été peu consultés », oui, les citoyens ont été peu consultés aussi. Les médecins de terrain ont été peu consultés. Certains médecins de plateau se sont beaucoup exprimés, mais ils nous ont montré qu'ils n'étaient pas d'accord et ils ont ridiculisé un peu la population et ils ont confirmé les inquiétudes qu'avait la population sur le corps médical. Finalement, est-ce que ce n'est pas ça le problème, en fait, que les décisions, elles n'ont pas fait intervenir les gens qui sont concernés en premier lieu? Merci pour ce regard de terrain.
Nous avions aussi une autre question de Madame de Montier-Coulard sur les vaccinations qui effectivement n'empêchent pas les contaminations. Et donc, quid des vaccinations forcées dans les EHPAD? Alors, je ne sais pas si tu veux répondre, Béatrice. Je pense que malgré tout, on est quand même d'accord sur le fait que la vaccination n'empêche pas certes les contaminations, mais diminue fortement l'incidence de formes et l'apparition de formes graves chez des personnes particulièrement vulnérables. Béatrice. Je pense que la vaccination n'est pas toujours efficace. On l'a montré chez des gens très immunodéprimés ou polypathologiques. Même vaccinés, ils peuvent être malades. On a montré aussi maintenant que le risque de contaminer quelqu'un quand on est vacciné est quand même nettement diminué. On voit très clairement actuellement dans les EHPAD. Enfin, moi, j'ai connu en automne encore les épidémies dans les EHPAD. En 48 heures, 70% des résidents étaient contaminés. Beaucoup sont morts soit tout de suite, soit dans les mois. Et on a beaucoup de syndrome de glissement actuellement. Donc, la vaccination a quand même complètement changé ça. Concernant les vaccinations forcées, peut-être que ça s'est fait. Je pense que en particulier le Comité national d'éthique s'est quand même prononcé vers le 20 décembre sur une procédure qui fait qu'il y a quand même eu des démarches à suivre pour obtenir le consentement et sinon avoir quelque chose de collégial pour les personnes qui ne pouvaient pas consentir ou qui n'avaient pas de tuteur, pas de personne de confiance. Donc, je pense qu'on a peut-être fait des vaccinations forcées, mais je crois qu'il y a quand même eu un cadre pour que ça ne se fasse pas. Et je pense qu'on a quand même là la démonstration que la vaccination est efficace avec, je veux dire, la diminution sur les dernières semaines est quand même fabuleuse. Elle est certes favorisée aussi par le confinement, le couvre-feu, tout ce qu'il y a eu, mais je crois que là, c'est quand même la vaccination. Et je crois qu'il n'y a jamais eu autant de cas inclus dans une étude que celles qui ont été faites, même pour donner les autorisations mises sur le marché de ces vaccins, même si on n'a évidemment pas le recul. Ça, c'est clair qu'on ne l'a pas, mais sinon, je veux dire, l'étude qui est parue dans l'Ancet en novembre, il y a 30 000 cas. Je veux dire, pour d'autres vaccins, on n'en a jamais autant. Hein. Et il y a eu de façon extraordinaire beaucoup de financement, beaucoup de cas, beaucoup de personnes à vacciner. Du coup, je pense que c'est quand même quelque chose, en tout cas actuellement, à montrer son efficacité. Mais du coup, effectivement, pourquoi pas la rendre obligatoire? On l'a fait pour d'autres vaccins, on l'a pour d'autres professions. Mais comme dit, je pense que pour moi, là, ce n'est pas un problème médical, même de santé publique. Pour moi, c'est clairement un problème politique. On est dans une période préélectorale avec des choses qui ont été dites, des choses qui ont été faites, il y a eu quand même beaucoup de contradictions. Ce que je voulais rajouter par rapport à la réflexion, effectivement, ce n'est pas seulement un problème médical et autres. Je pense aussi qu'il y a une découverte que la science n'avait pas réponse à tout. Et je pense que ça aussi, ça a été quelque chose de pas simple. La science n'avait pas de réponse. Et ce qu'on disait aujourd'hui était faux le lendemain. Certains disaient des choses, d'autres les contredisaient. Et ça, je pense que ça a aussi quelque chose qui a beaucoup marqué, en tout cas dans les retours qu'on a de personnes qui, du coup, beaucoup de doutes, beaucoup de suspicions, hein, parce qu'on n'a pas les bonnes réponses. Mais bon, ça soulève énormément d'autres champs et d'autres questions. Alors c'est vrai qu'on va progressivement un petit peu sur des données, sur des données politiques. Hein, voilà, effectivement, cette crise nous interroge aussi à ce niveau-là. Nous avons des questions sur les dérives sécuritaires, effectivement, de ces dernières années. On est sur un terrain plus politique, on peut avoir nos avis personnels, on peut en discuter un certain temps, mais pas forcément vous apporter un éclairage très pertinent. Donc, je vois que l'heure tourne et il me reste maintenant à remercier vraiment chaleureusement tous les intervenants, Mégane Ladiès, Clémence Thébault, le docteur Béatrice Birmelet, Sophie Trarieux-Signol de l'ERENA, Sébastien Clément de LEH, et tous nos partenaires, effectivement, et vous tous ce soir qui avez effectivement participé activement et avec intérêt à cette rencontre d'Hippocrate. J'espère qu'elle a pu vous apporter des éclairages supplémentaires et nourrir votre réflexion. Et continuer à nourrir cette réflexion, ce n'est qu'un début et une suite.
Et peut-être nous ferons dans quelques mois un nouveau point à ce sujet ou sur l'évolution de cette situation. Bonne soirée à tous et merci. Bonsoir à tous et à toutes. Merci. Merci. Bonsoir. Merci à vous pour l'organisation. Merci. Merci. Merci à tous. Bonne soirée.